Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles pour cette nouvelle critique du film Exodus, Gods and Kings, sorti en 2014 de Ridley Scott. C'est un film avec Christian Bale, Joel Edgerton, Aaron Paul, Sigourney Weaver. C'est un film qui a coûté 140 millions de dollars, il en a rapporté 268 avec d'assez mauvaises critiques. Il dure 2h30, et qu'est-ce qui se passe pendant ces 2h30 ? Eh bien, vous connaissez tous l'histoire. La Bible est la maman de tous les scénarios, et ici, c'est l'Exode qui nous est narré pendant 2h30, donc le voyage de Moïse, bien sûr la révélation comme quoi il est hébreu, et il va se dresser contre Pharaon, son frère. Vous avez eu quand même 3 vidéos avant, mais voilà, c'est un film qui est un petit peu sorti de nulle part, je trouve. Il n'était pas du tout attendu. Il y a eu le premier teaser qui m'avait emballé parce que j'étais surpris. J'étais surpris du projet. C'est un des plus gros paris de cinéma de l'année, ça c'est sûr et certain. Parce que quand je parle de paris, ce n'est pas la plus grosse sortie de l'année 2014. Mais en termes de pari, de faire un film biblique en 2014, ça c'est un pari. Alors vous avez eu 3 vidéos précédemment, les 10 commandements de 23, son remake de 1956, Le Prince d'Égypte en 98 et maintenant Exodus. C'est vrai, on peut se poser la question après tous ces films, qu'est-ce que vient faire le film de Ridley Scott maintenant ? Eh bien ce n'est pas un remake, ce n'est pas du bête recopiage de Cecil B 2000, c'est bien loin du récit de Cecil B 2000. Si on le compare à 2000, bien sûr, il n'y a pas grand chose à sauver, mais il a essayé de faire autre chose. Un remake high-tech ou une réadaptation. Je pense que c'est un petit peu les deux. C'est un drame biblique qui est devenu un drame de cinéma, bien différent, avec toujours ce film de 56 qui le regarde de haut, un petit peu comme le démon dans la nuit du Mont Chauve, et il voit ce démon, les petites adaptations de ce grand récit du haut de sa montagne, c'est un peu ça. Et ceux qui vivront hors de la loi périront par la loi, c'est un peu ça, c'est un peu ce que dit Charlton Heston avant de jeter les 10 commandements sur la fausse idole. Eh bien ici, c'est un petit peu ce qu'il fait avec ce film-là. Ce film de 56, il lui jette les 10 commandements sur la gueule et le pauvre Exodus, il a pas trop tenu. Mais faut pas jeter la pierre sur Ridley Scott. C'est quelqu'un qui a fait des remakes très brillants. Faut bien se dire que Gladiator, aussi bien soit-il, est quand même un remake assez caché, mais un remake quand même de la chute de l'Empire romain, un film très très bon de 1964. L'original était un péplum éminemment politique au moment de la guerre froide, et Scott a finalement livré une version très affaiblie. Normal, sorti des années 2000, avant le 11 septembre, le film était moins idéologique. S'il était sorti après, on aurait senti quelque chose de plus fort. Mais ça reste un remake, Gladiator, ce n'est pas un scénario qui sortait de nulle part, bien entendu. Alors la question c'est pourquoi on fait Exodus, un film sur l'Exode, maintenant ? Quelles sont ses motivations ? Eh bien, il disait qu'il voulait faire une version réaliste des 10 commandements. Et là, tu te dis, What ? Qu'est-ce qui nous sort le vieux, là ? C'est un peu ridicule. Reprocher à la Bible de ne pas être réaliste. Oh là, tous ces buissons ardents, c'est pas très réaliste. Alors là, le mec, il déglingue. Ou je devrais dire plutôt que c'est son scénariste qui déglingue. Et il y a d'autres personnes, comme Yannick Dahan, qui ont été très très violents par rapport à Ridley Scott et son travail en disant qu'il tuait le père. Pour tuer le père, il faut déjà l'atteindre. Or, ce n'est même pas le cas de Exodus. Honnêtement, celui de 56 a une portée dramatique, théâtrale bien supérieure à tout ce que peut faire Exodus. Donc, il tue le père, il ne le tue pas. Il tente déjà de se mettre à sa hauteur, ce n'est pas réussi. Là, je trouve Yannick Dahan assez extrémiste. Bon, généralement, il est assez extrémiste dans ses propos, mais là, je trouvais qu'il allait un peu fort. Il parlait tout de suite de blockbuster mégalo par un réalisateur qui se prend pour un dieu et tout ça. Enfin bon, le mec, tu sens que le critique, il a un gros problème avec ce réal et ça le brouille un petit peu dans ses interventions. Moi, je trouve que le film perd le merveilleux des versions précédentes. Ridley Scott a toujours fait du film populaire et ce n'est pas un mal. Après, détruire des mythes populaires ou cinématographiques ne le rendront pas plus grand. Après, ce mythe est suffisamment ancré pour pas venir le détruire, mais peut-être non pas le détruire, mais les réactiver. C'est ça en fait.
Ne voyez pas, je pense, la tentative de Ridley Scott comme quelque chose de négatif et qui vient pour, mettre une couche de sable sur le tombeau du film de 56. Non, il vient presque dépoussiérer la version de 56 en réactivant des notions des personnages, un visuel qu'on connaît tous, je veux dire la mer qui se transforme en mer de sang, c'est un visuel qu'on connaît tous, et lui il vient réactiver un petit peu tout ça. Parce que les mythes et les récits bibliques sont si riches et intéressent encore les lecteurs, les croyants, les cinéastes, les scénaristes, les conteurs d'histoire aujourd'hui. C'est parce qu'ils nous disent des choses fondamentales sur la condition humaine, sa beauté, sa grandeur, mais aussi ses zones d'ombre. Et la nécessité de ce film tiendra dans le respect de cette idée. Et c'est là que Scott a du bon de refaire un film, même s'il n'a pas marché, c'est une affaire de réactivation. Ne jamais oublier. Et ça, le film, il a tout bon. Le film est en lien également avec ses fresques précédentes, l'Empire romain dans Gladiator, se reposant sur le pain et les jeux, une Jérusalem en proie aux chrétiens fanatiques menaçant la paix avec les musulmans dans Kingdom of Heaven, ou une Angleterre minée par les dettes et la famine dans Robin des Bois. Exodus nous présente à son tour un système au bord de la rupture, celui d'un royaume bureaucratique et administratif complètement déconnecté d'une réalité inégalitaire, où les classes exploitées ne demandent qu'à s'embraser face à l'oppression qu'elles subissent. Tout ça pour dire que ce film n'est donc pas un ovni dans la carrière de Ridley Scott, c'est tout à fait normal. Il dure 2h30, c'est long, c'est vrai, mais pas suffisamment. Ça va, bien sûr, beaucoup trop vite. C'est rapide à une vitesse. La fin surtout est bâclée. À mon sens, elle est bâclée. Il manque quelque chose. J'y reviendrai un peu plus tard, mais c'est sûr qu'il manque quelque chose. Et on a aussi un choix qui nous fait gagner du temps d'ailleurs, mais qui est peut-être pas la meilleure des choses. C'est le choix de ne pas nous montrer le début de l'histoire. C'est-à-dire le bébé qui arrive par le Nil dans la cour royale. Ça nous fait avancer dans l'histoire et ça nous donne une situation établie qui va être après remise en cause. Donc un appel à l'aventure, stimuler ce qui n'était pas forcément le cas dans les versions précédentes. Dans celle-ci, on a clairement une situation établie dont on ne connaît pas forcément le passé et ce passé va nous être révélé. Mais le souci, eh bien, c'est qu'on connaît complètement l'histoire parce qu'il est issu de la Bible. Et donc il y a une espèce de révélation comme quoi, tout d'un coup, oh là là, Moïse se rend compte que c'est un hébreu. Ça, on le sait. Donc il y a une dramatisation qui nous est amenée, qui sert à rien, qui ne marche pas du tout. Et ça, c'est un gros problème, je trouve. Or t'es là, tu dis, ah oui, mais bien sûr, ça on le sait depuis qu'on a appris la Bible un petit peu, que Moïse il est hébreu, hein. Donc là tu nous fais du suspense, en fait, ça sert à rien, quoi. En gros, j'ai presque l'impression que le film est en train de narrer des choses à un spectateur qui ne connaît pas du tout la Bible. Et ça pose un problème. Parce que quand un récit est si connu, comme celui-ci, eh bien je crois qu'il faut travailler l'histoire autrement. Il faut créer de l'enjeu autrement. On se fait chier pendant 20 minutes, parce qu'on connaît les enjeux. Bon, si c'était que à ce moment, ça irait, mais ce n'est pas le cas. Alors, ma question serait, pour ceux bien sûr qui connaissent très bien ce passage de la Bible, à quel moment pouvons-nous commencer l'histoire ? Pour les personnes qui la connaissent. À mon avis, comme je vous le dis, je pense qu'on pourrait démarrer cette histoire au moment où il se rend compte qu'il est hébreu. Mais du coup, il y aurait un problème. On n'aurait peut-être pas suffisamment le temps de mettre en place la relation entre les deux frères. Parce que, pour le coup, scénaristiquement, c'est plutôt juste en fait de les faire commencer le film quand ils sont adultes. C'est vrai que c'est bien, mais à mon avis, il y a un problème dramatique parce que le spectateur connaît trop cette histoire. Et c'est toujours un enjeu très compliqué quand on veut reprendre un récit de la Bible ou un récit ultra connu, c'est que tout le monde connaît, donc il faut faire autre chose que ce qui est attendu. Et ça, c'est aussi un grand enjeu du film qui est réussi à moitié. Petit aparté avant de continuer, le film évoque aussi l'œuvre de Otto Preminger, le film avec Paul Newman qui s'appelle Exodus justement, et le bateau du même nom dans lequel les Juifs sortant des camps et voulant rejoindre la Palestine étaient maltraités par la marine britannique. Peut-être faudrait-il voir dans Exodus un petit parallèle entre les Juifs sortant des camps et les Hébreux sortant d'Égypte.
La question au fond est de savoir si un cinéaste doué comme Scott parvient en fait à imposer sa vision, sa propre vision d'une mythologie antique sans virer à l'autocensure ou au lissage à tout va. Mais on s'en éloigne de plus en plus, j'ai l'impression, de l'histoire originelle de la Bible. Déjà que le prince d'Égypte, c'était une relecture simpliste du mythe selon les spécialistes. Ici, on pourrait dire qu'il y a tellement de différences que s'ils n'avaient pas utilisé les noms bibliques et qu'ils avaient sorti le film avec un autre nom, on ne l'aurait peut-être pas reconnu comme le récit de l'Exode. C'est là où le film devient vraiment un récit universel que tout le monde connaît, qui peut être vu au-delà d'un récit issu de la Bible. Le livre de l'Exode est avant tout le récit de la libération d'un peuple subissant l'esclavage. C'est optimiste, il y a de l'espoir, il y a des scènes violentes, mais une violence dans le film jamais gratuite. Nécessaire en fait. L'espoir de la victoire sur l'oppression. Et le problème, c'est que le réalisateur ne tient pas compte des acquis de l'exégèse, notamment historico-critique. Il prend le récit quasiment au pied de la lettre, au sens littéral, une relecture presque fondamentaliste. Et pourquoi pas ? Au final, pourquoi pas ? C'est son droit. Ces récits appartiennent au patrimoine de l'humanité. Et il n'est pas propriété des croyants, ça n'existe pas, qui aurait un droit de regard et un droit de censure. Et il est intéressant de voir pour le coup ce qui est gardé de cette mythologie dans le cadre d'un blockbuster de son époque. Scott a été très clair en interview. Il veut réinventer le récit biblique. Il ne veut pas réinventer la Bible. C'est ce qu'on appelle une adaptation libre par un auteur. Un film biblique pour le public moderne. Il ne veut pas faire un film biblique pour nos parents. Les gens qui disaient « Ah oui, oh là là, la version de 56 c'était mieux. » Ah oui, mais ça c'est typiquement, lui il s'en fout de ça. Il veut un peu rationaliser tout ça. Rationaliser les plaies. Les crocodiles qui amènent les insectes, qui amènent les grenouilles. Les prêtres qui tentaient de lutter contre ces attaques. Et les scientifiques qui tentaient de les expliquer. Il est en lien et en opposition avec le film qui était, je crois, aussi sorti la même année, Noah. Ça, c'est aussi intéressant d'avoir deux films bibliques qui sortent la même année. Le Noah, donc, de Aronofsky. On a le récit fantastique de Noah, mais filmé de façon assez réaliste, contre le miracle plausible de Scott. Il a explicité les plaies et il les a rationalisées pour donner de la réalité aux choses. Scott a vu beaucoup de documentaires du National Geographic et il disait que quand on regarde le monde, les animaux, ça nous influence beaucoup et ça l'a beaucoup influencé. Les immigrations inexpliquées d'oiseaux qui attaquaient les pêcheurs, des choses qui se passent dans la nature, et donc il a voulu ancrer ses plaies dans la réalité. L'épisode de la mer Rouge est comme ça, car Scott a été influencé par un tsunami qui a eu lieu à 3000 ans avant Jésus-Christ, déclenché par un tremblement de terre sous-marin au large des côtes italiennes. C'est ce qu'il disait pour justifier ce qui se passe dans le film, c'est-à-dire une scène complètement minable, mais j'y reviendrai un peu après. Il a justifié des choses à sa vision, par rapport aussi à son ressenti. Plus encore, Ridley Scott aborde le récit en évacuant Dieu, ou plus simplement en le relisant de façon à pouvoir se passer de lui, au nom d'une certaine, encore une fois, rationalité. Nous avons eu plusieurs formes de représentation du divin. Chez 2000, c'était une voix off, très profonde, caverneuse. Chez Aronofsky, on a eu des signes. Et bien dans Exodus, c'est encore différent. On matérialise Dieu, parce que le buisson ardent, ça veut rien dire, ce n'est pas réaliste. Alors on représente Dieu par un enfant androgyne. J'ai l'impression que ça diminue son omniprésence et son omnipotence. Serait-ce une insulte envers Dieu ? Non, je pense que même s'il matérialisait devant Moïse, il voit tout et connaît tout. Mais aux yeux du spectateur, on pourrait peut-être avoir l'impression que sa matérialité le réduise. C'est un peu mon impression. Scott semble embarrassé qu'il y ait eu un Dieu dans cette histoire, mais je crois bien de mémoire que dans La dernière tentation du Christ de Scorsese, on a eu aussi l'apparition de Dieu sous les traits d'un enfant. C'est très délicat dès que nous faisons un film religieux ou que je parle, moi par exemple, d'un film religieux. Parce que c'est un récit clé de l'Ancien Testament. Inutile de vous dire, c'est toujours un peu les mêmes pays en fait qui bannissent et qui interdisent le film. Alors après l'Égypte,
les Émirats arabes, c'est des choses assez classiques là-bas, on bloque tout de suite le film. Et bien le Maroc aussi a interdit le film alors qu'il a eu le visa d'exploitation suite à un remontage quelque temps avant. C'est juste incompréhensible. Ça risque de rallumer des polémiques à la moindre occasion, ils n'hésitent pas. Donc on préfère plutôt interdire le film, ce qui n'est pas mauvais. Les pays musulmans sont toujours très sensibles à ces sujets-là et souvent ne bloquent l'accès à ces films-là. Plus concrètement, on pourrait se poser des questions, par exemple, où est le bâton de Moïse? Voilà. Mais des choses, je veux dire, des ouvertures qui permettent après à quelques troubles faits qui viennent expliquer qu'en fait, tout ce qu'on a dans la Bible, ça n'a jamais existé, on peut remettre tout en cause dans ce cas-là. Donc ça sert un peu à rien. Il y a beaucoup de spécialistes qui ont été entendus pour parler de ce film. Je ne peux pas vous rendre compte de tout ce qui s'est passé autour du film. Les écrits américains, il y en a eu énormément. Pourquoi tous ces changements, cette représentation de Dieu, qui est une représentation physique par un enfant? Le ministre de la culture égyptien a déclaré que c'était un film sioniste. Pour lui, Exodus présente l'histoire d'un point de vue sioniste et fait de Moïse et des Juifs les bâtisseurs des pyramides, ce qui est en contradiction avec les faits historiques avérés. Voilà, et pour les Émirats arabes, il y a des erreurs historiques. Le film montre que Moïse n'est pas un prophète, mais seulement un prédicateur de la paix, ce qui contredit la Bible, voilà, d'après leur dire. Le film arrive à la fois dans un contexte où les fondamentalismes religieux sont extrêmement vivaces à tous les coins de la planète, et ensuite parce que de par sa facture industrielle et son budget énorme, le film devra plaire forcément au plus gros nombre, et il y a des compromis qui sont faits, alors que les récits bibliques quand même doivent être un petit peu respectés. À mon avis, son objectif n'était pas que les gens viennent en se disant « Oh là là, on va aller voir un film sur la Bible », mais plus une relation entre deux personnages, entre les deux êtres, entre Moïse et Ramsès, un qui est en phase d'être pharaon et l'autre qui est un peu plus perçu comme un allié avant de devenir son opposant. Ces groupes qui malmènent le film sont assez extrémistes. Ils ont une influence bien sûr, mais Scott a été clair, assez sérieux en interview. Je vous renvoie à la conférence de presse qu'il a tenue à Paris. Ils n'ont aucune influence sur ce que je vais faire. Bien sûr, les gens considèrent le film au-delà du divertissement, mais le mec en est complètement conscient. C'est agréable à entendre de sa part. Le mec, il sait ce qu'il fait, mais ce sont les gens qui y voient d'autres choses. D'une polémique, on va passer à une autre. Le casting controversé, le casting blanc. Des blancs pour jouer les Hébreux. La couleur de peau est un petit problème, mais c'est évident. Les gens qui ne comprennent pas pourquoi il y a tel ou tel acteur et tout ça, mais c'est tellement évident. Mesdames et messieurs, le film coûte cher, il faut des grands noms pour faire venir les financeurs, pour les rassurer. Alors voilà, c'est normal qu'il y ait des acteurs connus qui font venir les gens en salle. On reproche ici le casting blanc, mais comme par hasard, on n'est plus clément avec le film de Cécile B2000, je trouve ça dégueulasse. Franchement, non mais Yul Brynner, il a des origines russes, et on le fait jouer un pharaon égyptien. Vous trouvez pas ça con, ça? Non mais voilà, moi je trouve qu'il y a un foutage de gueule de la part des critiques ou même des gens comme ça qui ont vu celui de 56 et qui reprochent ça pour la version de 2014. Alors, ne pensez pas parce que nous sommes en 2014 que le Star System a changé. Il n'est pas si différent que ça, hein, que ce soit en 56 ou en 2014. Ça reste Hollywood. Dans la version de 56, il n'y avait pas de black. Mais aussi parce que ce n'était pas du tout possible pour eux d'avoir une place dans ce genre de production. Aujourd'hui, il y a quand même plus d'opportunités pour les blacks. Mais ça reste aussi un film. Quand tu veux faire de l'entrée, il faut de la tête d'affiche, ou alors c'est un pari extrêmement osé. Et le film joue donc sur d'autres aspects. Mais Ridley Scott, c'est un réalisateur d'Hollywood, c'est un classique. Il va pas se mettre en danger de cette façon pour un gros projet comme ça, il faut des têtes d'affiche. Et encore, Joel Edgerton, je trouve que c'est plutôt ambitieux de l'avoir mis dans le rôle de Ramsès. Mais oui, il fallait un Christian Bale, clairement. Personnellement, je trouve qu'il y a des personnages qui sont sous-traités. Sigourney Weaver, elle joue 4 minutes dans le film. Le père Pharaon, bah, il est plutôt bien. C'est le mec qui joue là dans Transformers. Bon, moi, j'ai pas fait un blocage sur l'acteur. Moi, je trouvais qu'il était bien, mais peut-être qu'il manque de sagesse et de vieillesse dans les écrits des dialogues. Je trouve qu'il est pas assez charismatique. Voilà. Je trouve que c'est peut-être... On aurait pu peut-être prendre un meilleur choix, je pense, pour le pharaon. Ah oui, et il y a aussi Aaron Paul, le mec de Breaking Bad.
qu'est-ce qu'il fout là-dedans? Il joue pas bien. Alors là, pour le coup, il a vraiment pas une tête d'hébreu ou d'égyptien ou quoi que ce soit. Franchement, il a pas du tout la tête à ça. Il sert à rien dans le film. À rien, il sert juste à faire venir des personnes, je pourrais même dire des personnes de sexe féminin. Alors voilà, des trucs comme ça, tu dis, qu'est-ce que ça fout là-dedans? Mais je pense, honnêtement, que le film devait durer plus longtemps pour voir aussi ces gens jouer un peu plus longtemps. Christian Bale joue le rôle de Moïse, donc il y a un grand respect de Bale pour Heston parce qu'il a aussi joué avec lui quand il était tout petit, mais ça ne l'a pas empêché de voir la vie de Brian pour le rôle. C'est un personnage très épuisant et donc il a voulu aussi regarder la vie de Brian pour un peu dédramatiser cette présence écrasante et aussi bien sûr la figure de Heston de 56 pour se dire qu'il y a peut-être d'autres possibilités de jeu qu'une espèce de figure monolithique. Grande figure biblique ambiguë, la mythologie autour de Moïse est complexe. Moïse est-il un vrai héros? Alors dans le film, il apparaît plus comme un Moïse loser. Aux yeux d'Égypte, on dirait une sorte de terroriste même quand on voit le film. Dieu est antipathique avec lui, il l'engueule constamment de ne pas être assez efficace et du coup il balance les plaies comme si c'était une conséquence de l'acharnement raté de Moïse. Dans le film, ça fonctionne comme ça, quoi. Les dialogues entre Dieu et Moïse sont pas du tout intéressants, c'est assez regrettable. Bale était inattendu, mais sa vision du prophète est ultra radicale. Bale dit sur son personnage « Je crois que cet homme est un schizophrène en puissance et l'un des individus les plus barbares dont j'ai jamais pu lire l'histoire. Que ça soit vrai ou non, pour une interprétation, j'ai envie de dire pourquoi pas. Avec de tels dires, pensez bien que ça n'allait pas se passer comme ça. Des spécialistes ont dit que ce n'était pas le héros parfait, certes, mais de là à parler de personne la plus barbare, il prend peut-être trop de distance avec la représentation qu'en font les gens qui seraient potentiellement intéressés par le film. Il y a une véritable déconnexion entre l'interprétation du rôle par Bale et les attentes du marché. Les chrétiens ne vont probablement pas aller voir le film au cinéma après de tels propos. Donc voilà, je ne vais pas rentrer davantage dans, justement, comme je disais, le contexte politico-religieux. Sachez que c'est extrêmement complexe, ça bavarde fort de l'autre côté de l'Atlantique. L'histoire est concentrée davantage sur la figure de Moïse, c'est le dilemme, sa rencontre avec Dieu, que sur le destin du peuple. Rien que l'affiche, j'ai envie de dire, ne va pas à l'encontre de cette règle. Elle oriente déjà le regard sur notre héros et non pas sur, par exemple, les plaies ou sur le rapport de Moïse à Dieu ou sur le peuple. Non, c'est en énorme sur l'affiche Moïse, voilà, le destin d'un homme. À chaque fois, dans ses récits, Ridley Scott arrange un peu l'histoire à ses envies tout en restant fidèle à la relecture qu'il s'est imaginée. Les 10 commandements de 56 a été marqué par son époque. On disait bien que Moïse était assimilé à un grand républicain et les Égyptiens de fourbes communistes. C'est le propre en fait d'une adaptation mythologique ou biblique de savoir parler de son époque à travers des récits vieux comme le monde. Ainsi, Ridley Scott filme son Moïse transformé un peu en chef de guerre, entraînant les Hébreux à la guérilla et menant des opérations commando à travers le pays, afin de pousser au soulèvement général des Égyptiens contre les forces de Ramsès. Joel Edgerton joue le fils du pharaon, Ramsès, le crâne rasé comme Yulbringer. Beaucoup de gens n'ont pas apprécié son jeu, n'ont pas apprécié le personnage, mais je trouvais qu'il jouait bien mieux que Yulbringer. Oui, mais franchement, Yulbringer, j'ai beaucoup moins accroché. Celui-là est plus humain, plus émotionnel, il se pose des questions. On voit que son visage est travaillé par le souci, l'inquiétude, le doute quand il revoit Moïse. Et c'est ça aussi l'audace du film, c'est de présenter les personnages d'une façon encore différente. Parce qu'il faut innover, il faut pas rester dans l'ombre du film de 56. C'est ça, quand je parlais du poids de la version de 56 sur le Prince d'Égypte, ce poids est démultiplié quand on revient au film live avec Exodus. Ici, il faut trouver autre chose, il faut avoir de l'audace, il faut oser des choses. Montrer Moïse, non comme un barbu ombrageux à la Heston, mais bien comme un guerrier exalté, traversé de pulsions homicides. N'oubliez pas qu'après avoir découvert ses origines, il tue 2 gardes. On sait pas pourquoi, mais il tue 2 gardes, voilà, parce qu'il n'est pas content. Il a des petites pulsions, voilà. Il se croit investi. C'est vraiment l'impression qu'on a dans le film. Il se croit investi, mais il n'y a pas grand-chose qui le sauve, en fait. Il dit « je parle avec Dieu ». Carrément, il le dit devant Ramsès, lui plaçant son épée sous la gorge. Et il y a Ramsès qui dit « quel Dieu ?»
Et il le dit innocemment, le pharaon, et là tout est dit. Il faudrait aussi souligner le pessimisme du film. Refusant la glorification et l'héroïsme, Moïse regarde les exécutions des siens sans sourciller. Je crois que ce film est radicalement athée. Je crois que le film ne croit pas. Oui, que le film est fait de façon trop hâtive et de façon trop athée. On raconte, à travers Moïse, à travers son histoire, comment le mythe devient une histoire. C'est ce principe de rationaliser les choses, comment la foi devient une loi. Ici, nous découvrons plus que deux frères avec le renforcement de leur lien représenté dans l'échange des deux épées dorées, l'un portant désormais celle de l'autre. Mais si les prédictions annoncent la victoire triomphale avant le combat, elles aborderont aussi la question prophétique du destin de Moïse. La bataille amène pas mal de choses, la relation entre frères, on montre Moïse comme guerrier, mais c'est aussi une rivalité un peu à la Messala, c'est-à-dire Bénur. Il y a Bénur, il y a donc Judas Bénur et Messala, et on a aussi un truc un peu à la Maximus Commodus dans Gladiator. Vraiment, il faut voir un peu les autres films de Ridley Scott avant de voir celui-là. Peut-être que vous apprécierez plus ce qu'a essayé de faire Ridley Scott. Il y a une quête de la liberté. Moïse est devenu le symbole pour la révolution et la libération. Et pour de très bonnes raisons. Il y a une transformation du statut de collaborateur devenu l'archétype de la victime. Une histoire qui fait écho, tellement complexe, une vie tellement pleine, raison pour laquelle son histoire nous implique et nous concerne tous. Et c'est pour cela qu'on peut se l'approprier partout dans le monde et qu'on peut encore trouver de nouvelles façons de la narrer aujourd'hui. Et c'est précisément ce qu'a voulu faire Scott. On a une interprétation très loin du patriarche Heston en 56. Mais ça n'empêche pas des écarts. Je vante le mérite d'essayer de faire quelque chose d'autre, mais ça ne veut pas dire dans le film que c'est bien fait. Ça va très très vite. Il y a une scène par exemple avec Moïse et sa femme. On se fait chier, mais d'une puissance. Mais tu te dis, un manque d'émotion, un truc de fou. C'est puritain à mort. Alors c'est le faux romanesque en fait. Je préfère de dialogues super bien écrits qu'un espèce de geste à un moment qu'il fait avec sa femme d'un truc, mais tu dis, oh mais pitié quoi. Je me souviens des dialogues que je vous ai cités dans la version de 56, on avait une opposition entre deux femmes qui désiraient être avec Moïse, ça jouait un peu sur le contraste, ça jouait un peu sur une dynamique féminine. Là, que dalle, on se fait chier. Dès que Moïse n'est pas avec son frère Ramsès, on se fait chier ultra grave. Oh là là, c'est à mourir d'ennui. Franchement, il y a des moments, c'est un truc de fou. Je comprends pas. Mais je comprends pas, mais je salue quand même le fait de l'avoir fait. Parce que la Fox, elle n'est pas du tout, habituée à supporter ce genre de projet. La Fox, elle est plus dans des productions de films contemporains, de films de science-fiction, mais alors du truc biblique, la Fox. Franchement, moi j'aurais sonné la porte à Universal par exemple, ou à la Warner, mais pas à la Fox. Franchement, je comprends pas. Mais après, elle a supporté le film, hein. C'est ultra bizarre, mais c'est super et c'est bizarre. Hein. Mais je pense aussi que Ridley Scott est avec la Fox depuis 1979, depuis Alien. Donc, je pense qu'ils ont dû faire un petit extra pour lui. Il a été tourné en 74 jours. C'est vraiment peu pour tout ce qu'on a dans le film, avec juste un petit budget de 140 millions de dollars, c'est tout. Hein. Naviguant entre l'Espagne, les îles Canaries, Pinewood en Angleterre, donc les grands studios. 1500 plans avec des effets spéciaux pour mettre des Hébreux en synthèse, les plaies d'Égypte pour montrer une dimension épique, et la mer Rouge, une grosse scène de merde, un scandale, alors qu'aujourd'hui on pourrait faire une scène tellement épique. Déjà que le prince d'Égypte nous montrait ce qu'on pouvait faire, mais en 2014 on te fout une espèce de marée basse de merde, et après bien sûr il y a la vague qui revient, là c'est spectaculaire, mais on aurait tellement voulu voir la séparation fantaisiste quoi, comme on avait vu dans les versions précédentes. Non, là, on a une espèce de machin tout plat, tout moche, tout calme. C'est franchement très, très décevant. Parce que quand la vague revient, on a une couleur un peu verdâtre qui est très belle. Ils ont vraiment bien retranscrit, en termes de colorimétrie, la scène, je trouve. Mais alors, c'est anti-spectaculaire. Et je trouve ça gâche tout. Le final est complètement gâché. Ça me met hors de moi. Je trouve que c'est tellement décevant de voir la possibilité. En termes d'effets spéciaux, aujourd'hui, on fait des trucs de fou. Et de voir cette possibilité
complètement gâché. Alors pour faire venir 400 grenouilles sur le tournage, pour faire regarder on fait des plis en vrai, alors là il n'y a pas de souci. Mais quand il faut faire un truc de mer Rouge complètement épique, et ben là on le fait pas. Mais c'est complètement scandaleux quoi. Là je fais un coup de gueule mais je trouve les grenouilles quoi. Ils en font 30 et puis après ils les démultiplient en virtuel quoi. Alors, espérons qu'ils les ont mangés après. Mais il paraît qu'après les avoir filmés, ils ont dû les attraper. Tout le monde s'y est mis, même les acteurs. Ça devait être vachement comique. Mais voilà, visuellement ça a de la gueule. Mais parce que le réal, quand même, c'est un réalisateur de pub et ça se sent. Le mec il travaille ses images. Mais c'est tellement... Les scènes les plus importantes du film, elles sont bâclées, elles sont chiantes, elles sont pas bien mises en scène, elles sont pas iconiques. Quand je vous disais qu'il l'iconisait pas, mais oui, il l'iconise rien du tout. Il n'iconise pas la sortie d'Égypte du peuple hébreu. Il passe en second plan. T'as une sortie, c'est un plan général, un plan sur la ville qui est un petit peu détruite où il y a tous les Hébreux. Et après, on a cette sortie qui est un plan purement fictionnel, hein, en CGI qui n'existe pas. Et après, t'as une espèce de panoramique et on revient sur du réel. Et c'est tellement mal fait la transition, c'est pourri. C'est pourri. Chacune des scènes les plus importantes, il les foire. C'est un truc de fou, parce qu'on recentre sur le conflit entre les deux personnages, alors que c'est quand même un conflit à grande échelle. Le film, il s'appelle Exodus, et t'as pas l'Exode. Mais c'est un truc... Ouais, moi je comprends pas, parce qu'il y a de la production design. Arthur Max, il me semble qu'il a fait les décors, c'est des immenses décors, super beaux. Vraiment, les acteurs, ils étaient dans le plateau, il n'y avait pas de souci, hein. Et bien sûr, il y avait des extensions du décor en numérique, bien entendu. Mais pour les acteurs, ça ne les a pas bloqués de travailler en fond vert. Ils disaient qu'il n'y en avait pas tant que ça. Ils ont fait les décors jusqu'à une certaine hauteur. Et après, ils ont basculé sur du décor généré par ordinateur. Ils ont beaucoup travaillé en extérieur. Et à aucun moment, ils se sentaient perdus. Les décors sont là pour travailler les acteurs. Les acteurs sont beaucoup plus dans leur rôle s'il y a des vrais décors palpables autour d'eux que simplement du fond vert, comme on a dans certains films. J'ai entendu une critique qui disait que Ridley Scott est un réalisateur de l'Ancien Testament. Je trouve que c'est une formulation intéressante, mais j'irai plus loin. Ridley Scott, c'est un réalisateur temporel qui enchaîne déjà à fond les projets, c'est un truc de malade, et il vit son projet à fond, le mec il est vachement concentré. Hein. C'est le seul réalisateur qui fait des sauts temporels dans sa filmographie. C'est un mec qui n'a aucun problème pour passer de l'antique à la science-fiction, en milieu contemporain, au Moyen-Âge, il n'a aucun problème avec ça. Et ça, c'est rare. Il y a des réalisateurs qui seront toujours dans un même genre de film. Il y aura des réalisateurs qui seront toujours dans, on va dire, le film de science-fiction ou le film noir ou tout ça. Mais Ridley Scott, il a une capacité d'adaptation qui est juste dingue, qui est complètement folle. Il disait lui-même à la conférence de presse de Paris que pour lui, c'était pas du tout son plus grand défi. Ce n'était pas quelque chose d'envahissant. Et je crois que c'est aussi ça le problème. Quand on voit Exodus, c'est qu'on sent que c'est la routine. Il n'y a aucune remise en cause de sa mise en scène et de la valeur du projet. Il ne se fait pas violence pour sortir le film de ses tripes. Ça roule tout simplement trop facilement. À un moment dans le film, on a un peu de relief dans la mise en scène avec un montage alterné entre les opérations terroristes de Moïse et les punitions de Ramsès. Là, on sent que le film n'est plus plan-plan et le visuel est bon. Le film n'est pas une surprise. Le film est standard. Voilà, standard par rapport à ce que fait Ridley Scott. C'est un film à grand spectacle. On sent que Scott a recentré le film sur Moïse. Il faudrait peut-être 15 heures de film pour tout raconter, tout ce qui se passe dans cet épisode de l'Exode. Donc il faut bien travailler quelque chose et donc il y a des choix qui ont été opérés. Une installation des personnages avec beaucoup d'ellipses, ce qu'on peut lui reprocher. Mais nous sommes habitués quand même à être guidés, tellement guidés dans certains films que là, on nous montre pas forcément tout. Et là, comme par hasard, on gueule. Je ne comprends pas. Je pense que les spectateurs aujourd'hui se laissent un peu trop manipuler, alors que même devant un blockbuster, on continue à réfléchir. Car il y a du non-dit qui est souvent sous-estimé par le spectateur. Et même dans ce non-dit, dans ces ellipses qui sont opérées, j'ai senti qu'il manquait quelque chose. Il manque ces fameuses 90 minutes, à mon avis, qu'on nous faisait miroiter dans quelques articles sur Internet. C'est un petit peu, en fait, comme Kingdom of Heaven, une caractérisation des personnages à travers l'action. Et je me rappelle de Alexandre qui a eu une director's cut qui a rehaussé un peu la qualité du film.
Dans Exodus, il y a des ellipses qui sont trop violentes parce qu'elles créent des problèmes entre les personnages. Non seulement des personnages qui sont quasi inexistants, et ça c'est terrible, mais aussi des sauts temporels qui ne sont pas les bienvenus, qui sont trop rapides, des relations de personnages qui sont très différentes d'une scène à une autre. Moïse rencontre une femme, bon très bien, ils s'entendent bien, et la scène suivante ils se marient. C'est très dur, je trouve, d'accélérer le temps à ce point-là. Scott disait que le Final Cut faisait 4 heures. Il a dit dans une interview pour Access Hollywood, si vous voulez tout savoir, et donc il y a eu une réduction de 1h30. Et vous savez ce qui est encore le plus terrible ? C'est que cette fameuse version de 4 heures, elle existe, mais elle ne sortira pas. C'est ce que j'ai lu. Sûrement parce que le film n'a pas assez rapporté au cinéma. Le salut, non, pardon, la rédemption du film nous est refusée. Et je trouve ça scandaleux. Parce que autant Kingdom of Heaven, le film cinéma se tenait plutôt bien, mais on sentait qu'il manquait quelque chose. La Director's Cut de Kingdom of Heaven retranscrit toute l'ambiance religieuse, politique, émotionnelle du film et vraiment apporte une plus-value non négociable avec même des scènes d'action qui sont rajoutées. Donc là, on sent que le film aurait pu être beaucoup plus ambitieux, avec une ampleur démultipliée, mais malheureusement nous n'aurons probablement pas cette fameuse version, ou alors on l'aura genre dans 10 ans. Mais il y a quand même peu de blockbusters contemporains qui suscitent aujourd'hui de telles interrogations thématiques et stylistiques. On a eu des tentatives plus respectueuses et moins opportunistes comme, comment ça s'appelait, Agora de Alejandro Amenábar, qui ne trouveront malheureusement pas le succès dans les salles. Je crois que celui-là, il s'est à peine remboursé. C'est dur pour un blockbuster comme celui-ci de se faire respecter au milieu de ces films de super-héros et de ces grosses franchises. C'est quand même un rare film biblique péplum d'ampleur. On a tendance à les mettre dans la même catégorie, vous savez, film de sandales. Enfin, vous savez ce que je pense de ces surcatégories de films. On surcatégorise les films parce qu'on a tellement peur de ne pas savoir où les caser, les pauvres. Son statut est particulier parce qu'il ne fait pas partie d'une tendance. Les films sur la Bible et les péplums sont assez rares désormais. Joel Edgerton disait à Ridley Scott, alors je sais pas si c'est vrai ou faux, mais je trouve que la phrase est très belle. Tu as ressuscité le péplum avec Gladiator, tu l'as enterré avec Exodus. Je ne sais pas si ça a été réellement dit, mais je trouve que c'est une très belle phrase et qu'elle peut résumer peut-être la tendance concernant les films de sandales. Je souhaite bien sûr qu'il y en ait d'autres. Ça nous fait un peu changer de siècle, ce n'est pas plus mal. Mais Exodus est un film provocateur pour le côté réaliste, contre le côté biblique. Si comme Gladiator ou Robin des Bois, son nouveau long métrage n'est pas exemple d'anachronisme et d'inexactitude historique, Ridley Scott reste un des derniers à pouvoir financer des péplums à Hollywood et ne se préoccupe en fin de compte que d'offrir simplement au public une œuvre de fiction colossale en cinémascope. C'est tout, rien de plus. Ma note, eh bien, je suis un peu scindé entre deux eaux. Oui, je suis un peu frustré parce qu'il y a énormément de choses qui sont écrites sur le film que j'ai pas pu vous retransmettre tout. Le problème aussi, c'est que j'ai été frustré aussi quand je suis sorti de la salle. Je l'avais dit à un copain qui m'avait accompagné que le film, on sentait qu'il y avait des coupes, qu'on aurait souhaité beaucoup plus. Je lui mettrais un 12,5 sur 20. Parce que je trouve ça trop horrible d'avoir coupé trop de choses dans le film. Ça se sent, c'est réduit. Ça se sent plus réduit que Kingdom of Heaven par exemple. Je trouve que Kingdom of Heaven était très bien, film comme ça, mais alors Exodus, non, il manque vraiment quelque chose. Et la fin va beaucoup trop vite. Je terminerai sur un dernier point. Le film est dédié à Tony Scott. Le 19 août 2012, le cinéaste Ridley Scott apprend la terrible nouvelle de la mort de son frère, cadet,
et interrompt pour une semaine le tournage de Cartel afin d'être auprès de sa famille. Exodus m'apparaît alors avec cette nouvelle, un film sur la fraternité, sur la rivalité de deux réalisateurs, mais aussi fraternité de deux frères et cette déchirure terrible avec la mort de ce dernier. Je pense que nous pouvons voir aussi Exodus à travers le prisme de la mort de Tony Scott, même si le récit n'a pas été chamboulé, le tournage n'a pas été chamboulé par la mort de ce dernier. Voilà, j'ai terminé cette critique, elle a duré, j'ose même pas imaginer, surtout que je suis malade en ce moment, donc ça a été dur pour enregistrer la critique. J'espère qu'elle vous plaît, je vous remercie de l'avoir vu, je vous remercie pour les futurs commentaires, n'hésitez pas à commenter, c'est toujours intéressant d'avoir vos avis, et vos avis aussi de croyants, si vous êtes croyant, comment avez-vous accepté ou non ce film? Est-ce que vous êtes clément envers les faiseurs de spectacles de reprendre des récits de la Bible pour les mettre sur grand écran? N'hésitez pas à me faire des retours de ce style-là aussi, ça m'intéresse beaucoup d'avoir votre avis. Quant à moi, je vous remercie de me suivre, ça me fait super plaisir. Je suis en train de préparer la suite des hostilités. Je suis en train de terminer la critique de Winnie l'ourson, le film en 2D de 2011. La critique ne sera pas énorme, mais voilà, ce sera une petite critique de sortie du cycle. J'ai 2-3 trucs encore à préparer. Il y aura aussi des films qui sortiront au mois de novembre qui m'intéressent. Je vous remercie encore une fois et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!